Alain Soral, bonjour. Merci d'avoir accepté de nous accorder à cet entretien pour nous livrer vos premières réactions, réflexions sur les événements en cours en France. Très rapide résumé, un jeune homme de 17 ans, visiblement au passé délinquant chargé, est mort d'une balle de la police mardi soir, et à la suite de cet événement, les banlieues, mais aussi beaucoup de villes moyennes se sont embrasées. Saccages, destruction, désordres divers atteignent même des centres-villes. Une première réaction, Alain Soral, avant de passer à l'analyse. Je vous remercie de cet entretien. Je crois que l'heure est grave et que je me sens un peu obligé quand même de réagir. Alors, vous savez, j'ai déjà réagi par un texte. L'idée, c'est de compléter ce texte, donc que les gens aillent déjà le lire, puisqu'on ne peut pas, dans un texte bref, qui est un appel à la solidarité nationale, on ne peut pas tout mettre. Bon, déjà, cette affaire est une triste affaire, mais c'est un fait divers, et je dis qui est structurellement inéluctable. C'est-à-dire que c'est même étonnant qu'il n'y ait pas plus de ce genre de bavure, compte tenu du climat délétère qui s'appelle le climat des quartiers, qui sont devenus des zones de non-droit depuis des décennies, où les jeunes, eux-mêmes souvent issus de familles monoparentales, c'est-à-dire sans père, donc qui n'ont pas pu intégrer la loi par les structures traditionnelles, sont livrés à eux-mêmes, dans un État français dans lequel ils ne se reconnaissent pas pour des tas de raisons, et se sachant dans l'impunité totale, et étant à l'âge qui s'appelle l'adolescence où on a de l'énergie à dépenser, et ben, ça donne à des tas de pratiques qui contreviennent à la loi, et notamment les rodéos, conduire sans permis. Et là, on est face à un gamin de 17 ans qui est déjà, non pas multirécidiviste, parce qu'en fait, selon la loi, il n'est pas multirécidiviste. Il est simplement, je dirais, endurci, parce que pour être multirécidiviste, il faut avoir été condamné plusieurs fois. Or, il a des signalements, mais d'un point de vue technique, il n'est pas multirécidiviste. Mais c'est quand même un gamin de 17 ans qui s'est déjà fait, je crois, interpeller plusieurs fois pour rouler sans permis et sans savoir vraiment bien conduire dans des grosses berlines, en brûlant des feux. Et donc, c'est quelqu'un qui, objectivement, bon, contrevient à la loi, met en danger autrui, donc c'est beaucoup, et avait déjà été interpellé, je crois, pour les mêmes raisons. On peut à la fois déplorer ce qu'on appelle une bavure policière et une réaction excessive de la police. Moi, je ne veux pas trop m'exprimer là-dessus parce que j'y étais pas, mais on peut imaginer aussi la difficulté du travail des policiers dans ces quartiers chaotiques où en plus ils sont envoyés en première ligne en étant très peu soutenus par leur hiérarchie. On l'a vu là avec des gens qui se sont permis des déclarations, notamment le président de la République, ce qui est totalement contraire au principe. Normalement, c'est à la hiérarchie légitime de prendre cette affaire en charge. Et on voit bien là qu'on est aussi dans un état qui n'est plus du tout un état de droit, mais un état de communication tous azimuts permanent sur le très court terme et dans des buts systématiquement de démagogie. Fait que d'un côté, on a un policier qui est lâché par une partie de sa hiérarchie et par le président de la République lui-même. Et de l'autre côté, on a vu évidemment se mettre en place une affaire Floyd à l'américaine. Les t-shirts étaient pratiquement déjà imprimés, hein, c'est quand même incroyable. Et en fait, tout ça concourt au chaos, effectivement, à une guerre civile. Mais je l'ai déjà fait remarquer dans le texte, une guerre civile qui n'est pas une guerre civile de la lutte des classes avec, on va dire, un prolétariat ou au moins une classe des travailleurs contre une bourgeoisie exploiteuse, mais aujourd'hui une guerre civile qui est en fait l'alliance de la racaille d'en haut et de la racaille d'en bas contre le peuple français majoritaire, que je préfère appeler comme ça que peuple de souche, parce que je ne veux pas mettre immédiatement une question raciale. La question d'ailleurs raciale existe, mais elle est une partie des composantes. Je parle du peuple français majoritaire, on pourrait aussi parler du peuple du travail, parce que là on est aussi dans un combat entre des parasites, que ce soit les parasites du haut, de ceux qui aujourd'hui se tiennent l'appareil d'État, et les parasites du bas, car je rappelle quand même que ce jeune garçon est, d'un point de vue du rapport production-consommation, un pur parasite à la charge des travailleurs français. Et là, on va voir l'addition que les Français vont se prendre dans la gueule, au moment même où on leur dit qu'on n'a pas les moyens de payer leur retraite, quand on va chiffrer toutes les dévastations qui ont été produites. Car je rappelle, ces jeunes casseurs ne sont pas des acteurs politiques. Ce sont d'ailleurs ce qu'un homme politique de gauche appelait déjà à l'époque des sauvageons, et d'ailleurs il s'était fait réprimander pour ça, et je trouve que le terme aujourd'hui est plutôt faible. Hein. C'est tout ça qu'il faut remettre en place. On est dans une situation de pré-guerre civile, et même pratiquement de guerre civile, avec un crescendo par rapport aux événements de 2005, où on voit qu'il a fallu mobiliser X fois plus de policiers, les dégradations sont X fois plus importantes, on voit bien qu'on est dans une montée aux extrêmes, et aujourd'hui, avec une certitude, on n'est plus à discuter sur assimilation, intégration,
valeurs de la République et droits de l'homme abstraits. On est dans une guerre civile communautaire, évidemment, où ce qu'on voit immédiatement quand on compare les gilets jaunes à la manière dont les jeunes délinquants des banlieues sont traités, c'est qu'on a un laxisme énorme envers la délinquance et une très grande répression envers le peuple du travail, qui est d'ailleurs le même que le peuple français majoritaire. Hein. Donc la question sur laquelle il faut bien appuyer, c'est qu'en réalité, on a une complicité totale du pouvoir et de ces racailles, qu'on peut appeler racailles ethniques en majorité. Hein. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas seulement du laxisme, c'est de la stratégie de pouvoir. C'est ça qui est catastrophique. Et ce qu'on doit donc en conclure, c'est qu'on ne pourra pas régler la question de la violence urbaine, de cette sécession, etc., sans régler le problème de l'illégitimité du pouvoir. Hein. Il faut bien voir ce cadre-là, je l'ai bien exposé dans mon texte. Alors après, on peut, comment dirais-je, tirer sur toutes les ficelles du pullover qu'on vient de tricoter devant vous. Alain Soral, on voit déjà, parmi les premières réactions qu'on a entendues, notamment à droite, le spectre de l'islam à nouveau agité derrière ces événements. Que faut-il en penser? Alors, il n'est pas question de dire que l'islam n'a rien à voir, mais en réalité, ce que je fais remarquer, bon, parce que ça, c'est l'explication Zemmour. Voilà, il y a des musulmans en France, ils sont inintégrables. Par l'idée de la dimitude, ils veulent prendre et renverser le pouvoir. Bon, évidemment, c'est comment dirais-je, un narratif simple et qui peut faire plaisir à pas mal de gens parce qu'il y a visuellement, c'est un côté très cinématographique et assez réel. Mais en fait, ce que moi, j'essaie quand même d'être dans le sérieux politique, pas juste me faire plaisir. Et ce que je vois, moi, c'est que dans les pays musulmans, récemment, je suis passé par Dubaï, il n'y a pas de racaille hein, dans les pays gérés par l'islam. L'islam est une religion assez patriarcale, égalitaire au niveau théologique, mais d'autorité, et d'autorité patriarcale, où, je rappelle, on coupe la main aux voleurs. Ce phénomène de délinquance est beaucoup plus une conséquence d'un fonctionnement de la société française de plus en plus à l'américaine, que d'une société qui s'islamise. Même si, quand on parle de la question d'islam, on va parler effectivement d'une société qui est fragmentée aujourd'hui en communautés, avec un travail de désintégration qui a été fait depuis les années Mitterrand, avec notamment SOS Racisme, dont j'ai rappelé dans mon texte, pour rappeler le parallèle de Jean Baudrillard, que SOS Racisme, c'est comme SOS Baleine. Le but n'était pas d'empêcher le racisme, mais d'instaurer du communautarisme exclusif et donc du racisme dans une société française qui l'est très peu, par rapport au mode de fonctionnement anglo-saxon. Et je ne parle pas de la façon dont Israël, par exemple, qui est un modèle pour beaucoup de nationalistes, de droite en tout cas, gère la question ethnique. Donc c'est complexe. C'est qu'à la fois, si le peuple français était resté homogène racialement et homogène, je dirais, idéologiquement, c'est-à-dire globalement catholique, ces émeutes n'existeraient pas. Mais donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi depuis le regroupement familial, alors que ce n'était plus une nécessité en termes d'immigration de travail, le pouvoir en place a tout fait pour remplir la France d'immigrés, dont la France n'avait plus besoin d'un point de vue fonctionnel, comme durant les 30 Glorieuses pour le travail, et pourquoi SOS Racisme a fait un travail de systématiquement empêcher leur assimilation en leur rendant la France et les Français détestables, en les qualifiant systématiquement de collabos, de colons, etc., etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faut traiter les effets parce qu'il y a urgence, mais il ne faut surtout pas oublier les causes, hein, parce que sinon, comment dirais-je, on est dans l'impuissance et dans je ne sais pas comment dire, l'émotionnel et le spectaculaire. J'aimerais bien aujourd'hui qu'on fasse passer au tribunal idéologique Julien Drey et tous ces gens qui ont travaillé pendant des décennies à empêcher la fraternisation du peuple de souche et du peuple de branche, hein, et aujourd'hui on en voit les conséquences. Ça a sans doute, par le diviser pour régner, facilité le maintien au pouvoir de minorités qui étaient très illégitimes et très minoritaires, mais c'est au prix effectivement du chaos. Je l'ai toujours annoncé, ça fait des années que je l'annonce, et aujourd'hui on y est. Donc il ne va pas seulement falloir régler le problème de la délinquance des banlieues, mais aussi des responsables structuraux, idéologiques de cette délinquance depuis 40 ans, et ça nous fait remonter jusqu'au sommet de l'État. Amen. Alain Soral, en parallèle de ce narratif, disons droitier, on voit de manière complètement improbable se perpétuer le narratif gauchiste sur les émeutes de banlieue, notamment avec Jean-Luc Mélenchon. Quelques mots là-dessus?
Il y a plusieurs dimensions. Il y a déjà que, historiquement, la gauche, dont fait partie Mélenchon, qui était un pur produit du Parti socialiste, qui a appelé à voter oui à Maastricht, et qui n'est pas du tout un type issu de la gauche sociale, je le rappelle. Il est issu de la gauche traître. Et dès les années Mitterrand, il s'est produit, de la part de la gauche au pouvoir, qui avait pris le pouvoir au nom d'un projet social, un glissement du social au sociétal, dont une des composantes est évidemment le féminisme, mais aussi de remplacer le héros de la classe ouvrière par un soi-disant opposant au système qui est devenu le voyou. C'est-à-dire que, et rappelez-vous les pages petites annonces de Libération. Donc dès les années 80, on a progressivement évincé le héros du travail, le prolétaire, notamment d'ailleurs du cinéma de masse, et on lui a substitué progressivement le voyou qui aurait été le champion de l'action directe, de la transgression de l'idéologie bourgeoise. On a eu d'ailleurs la figure de Mesrine à un moment donné, qui était assez ambiguë, même s'il y avait une dimension très fascinante chez Mesrine et relativement héroïque, mais il a été intégré un peu à ce processus où, je le dis, comme héros de la gauche, progressivement, et aujourd'hui totalement, le travailleur, qui aujourd'hui s'en prend plein la gueule quand il met son gilet jaune, a été remplacé par le voyou qu'on a considéré comme un révolutionnaire, alors que le voyou est essentiellement un type à la morale défaillante et qui n'est pas fiable d'un point de vue social, c'est-à-dire en général un parasite, un violent, un traître, et ça d'ailleurs, le voyou va très bien avec la société dont on a déstructuré la structure familiale, la différence des sexes et le rôle du père comme élément intégrateur de l'autorité chez l'enfant et notamment l'enfant mâle. Donc on voit bien que l'apologie du voyou qui pouvait à un moment être intégrée par la figure de certains rôles de Jean-Pierre Belmondo, vous voyez, un voyou avec une conscience politique, des polars de Manchette, vous voyez, si on connaît l'histoire du polar, à la fin on a l'adolescent délinquant dans une sauvagerie quasiment intégrale, qui est celui qu'on voit en train de piller aujourd'hui, qui est un meurtrier en puissance, et un type qui n'est que pulsionnel, qui n'a aucune conscience, aucune vision, et qui jouit dans l'immédiateté de l'action violente. Donc voilà, on a eu ce glissement du prolétaire au voyou, et du voyou à la racaille de bas étage. Et ça, effectivement, parallèlement, accompagné en plus par la féminisation, c'est-à-dire le féminisme qui remplace la lutte des classes, le jeunisme qui est consubstantiel à ce que je viens de dire, et puis aujourd'hui, ça va même encore plus loin, avec, ça donne dans sa phase terminale d'ailleurs, le woke, le cancel et le LGBT. Voilà. Donc ce qui est amusant, c'est que on a aujourd'hui, pour incarner la gauche et pour que la gauche puisse peser quantitativement, un attelage complètement aberrant que chapeaute Mélenchon jusqu'à l'absurde, et d'ailleurs ça finira par faire éclater la gauche, où on a dans ce mouvement mélenchonien des travailleurs résiduels qui n'ont rien à voir avec des racailles parasites, et qui n'ont non plus rien à voir avec on va dire, des demi-psychiatriques LGBT. Or, Mélenchon prétend accéder au pouvoir par ça, alors que son attelage est strictement incohérent, contradictoire, et qui deviendra radicalement contradictoire à mesure que la température de la crise va monter. Donc en fait, on voit très bien que si on veut élargir la vision politique, on a Macron qui règne au centre, en étant minoritaire et illégitime, avec deux flotteurs qui lui permettent de se maintenir. Le flotteur Mélenchon, totalement incohérent dans sa manière d'amalgamer des composantes de gauche qui n'ont strictement rien à voir, et de l'autre côté, une Marine Le Pen qui, pour tenter de se rapprocher du pouvoir, renonce les uns après les autres aux fondamentaux qui faisaient, je dirais, la possibilité du sursaut nationaliste en France, qui fait que même si demain elle accédait au pouvoir, ça serait pour hériter, je dirais, du bébé de la République mourant, pour que sur la photo, ce bébé meure dans ses bras. Voilà. Donc, on a un vrai problème, c'est qu'on est dans une situation de pré-guerre civile, on est dans une situation de chaos, qui, je rappelle, est un chaos ethnique, économique, n'oublions pas les milliards de déficit de la France et ce que nous coûtent en plus les sanctions anti-russes, et aussi un chaos culturel, puisqu'en fait tout ce qui est promu aujourd'hui par l'idéologie dominante est de la culture anti-française, pour ne pas dire de l'anticulture. Donc voilà, je dirais avec tout ça on ne peut pas faire société, c'est clair et net. Aujourd'hui, on arrive à quelque chose qui est annoncé depuis des années, c'est-à-dire une situation incontrôlable, une sorte de golem, c'est-à-dire qu'on peut même penser que ceux qui ont mis ça en place ont aujourd'hui du mal même à maîtriser ce diviser pour régner, qui d'ailleurs partiellement peut se retourner contre eux, et on en est à espérer pratiquement une intercession divine, une intervention extérieure. Il y a des plaisanteries en ce moment qui circulent, qui sont assez drôles. Si Prigojine pouvait venir régler la question, vous voyez, on en est presque à attendre Prigojine et les milices Wagner, parce qu'on ne sait pas comment l'armée française, qui a été réduite à
à sa portion congrue, et la manière dont les policiers ont l'épée de Damoclès de leur propre hiérarchie sur la tête en permanence, comment une instance en France peut simplement rétablir l'ordre. Et un ordre qui peut être que momentané, puisque la France est devenue une poudrière, où ça peut péter à tout moment, repéter à tout moment. Et je vois d'ailleurs en abordant cette question qu'il n'y a pas seulement d'ailleurs les délinquants ethniques aujourd'hui qui sont sur le terrain pour tout détruire, on voit bien qu'ils sont ralliés par de faux acteurs politiques aussi qu'on a laissé proliférer de manière très très louche, qui sont les Black Blocs, qui eux sont des casseurs petits blancs gauchistes. Et gauchistes au sens maladie infantile du communisme. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour moi de penser que ces acteurs-là, que ce soit les racailles ethniques ou les Black Blocs, soient des acteurs politiques. Hein. Ce sont des parasites et des casseurs qui devraient être mis normalement hors d'état de nuire. Mais il faut se rappeler aujourd'hui que les policiers sont tellement menacés par leur hiérarchie. Je rappelle que des policiers, dans une histoire récente, ont préféré se laisser brûler vifs dans leur voiture plutôt que de tirer sur ceux qui y mettaient le feu. Je veux dire, c'est quand même ça la situation aujourd'hui. Je rappelle que le plus fort taux de suicide en France, c'est dans la paysannerie et dans la police. Donc avant d'incriminer la police, qu'on peut faire largement quand on voit comment ils se sont comportés face aux gilets jaunes, on peut aussi, en étant un peu honnête et sérieux, comprendre ce que c'est aujourd'hui que la vie quotidienne d'un petit flic en uniforme, notamment aux abords et dans les cités. Tout le monde peut les critiquer, personne ne voudrait prendre leur place. Et d'ailleurs, je pense que ça va être de plus en plus dur. C'est comme pour les prêtres de l'Église catholique. On va avoir de plus en plus de mal à trouver des vocations. Hein. On est dans une société d'ensauvagement où quelque part, quelqu'un qui avait vocation de devenir militaire demain ou policier a plutôt intérêt à monter une milice privée ou un gang de prédateurs, comme ça s'est passé au moment de l'effondrement du bloc soviétique, hein, où on voyait en fait s'organiser des bandes de prédateurs, d'ailleurs avec une haute technique liée à leur formation militaire, qui préféraient s'organiser en braqueurs de banque et en racketteurs, plutôt que d'intégrer des forces de loi résiduelles où ils n'avaient plus de moyens et beaucoup de risques. Hein. Et je veux dire, on va aussi vers ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qui a envie d'être policier aujourd'hui? Qui a envie d'être militaire? Qui a envie d'être éducateur? Qui a envie d'être prof? Pareil, aujourd'hui, c'est la vocation d'éducateur est en train de s'effondrer parce que c'est vraiment horrible. Aujourd'hui, il n'y a aucun prestige symbolique et que pratiquement du désespoir à accumuler quand tu es prof. Alors en banlieue, j'en parle même pas, mais même dans un lycée normal. Hein. Je veux dire, le jeune aujourd'hui, on lui expliquait qu'il était tout puissant, que c'était à lui de dire ce qu'il voulait apprendre, que en gros, il pouvait apprendre à sa mère à faire les gosses, parce que c'est une phrase ancienne qui a tout son sens. Et on est donc dans une société de chaos généralisé. Et je rappelle que ça nous renvoie, comment dirais-je, à l'analyse terminale de Marx, qui dit bien que le libéralisme en bout de course, c'est la guerre civile de tous contre tous. Donc moi, je pense que au lieu d'aller chercher de façon un peu courte du côté de l'islam, allons chercher du côté de ce que c'est que le processus libéral comme processus historique auto-généré et qui n'a pratiquement jamais montré qu'il était capable de s'amender lui-même. Il est dans une logique de jusqu'au boutisme, et d'ailleurs qui est une logique, un processus d'amoralité fondamentale. Hein. Il n'y a pas de transcendance dans le libéralisme. Hein. Il n'y a pas d'instance supérieure et d'instance de contrôle et d'instance de loi morale dans le libéralisme. Et le libéralisme jusqu'au bout, c'est le chaos. Et d'ailleurs, le chaos qu'on vit aujourd'hui en France, quand on veut chercher où est-ce qu'il existe déjà et où est-ce que ce chaos est plus avancé que chez nous, on se retrouve aux États-Unis et on se retrouve même en Californie, hein, et on se retrouve sur les campus woke américains. On ne se retrouve pas dans des pays d'islam, on ne se retrouve pas en Malaisie, en Indonésie, en Arabie Saoudite, et même quand on se retrouve dans des pays musulmans dévastés, c'est par la guerre et par la guerre impériale sponsorisée, et pas par une guerre civile du type de la nôtre, où nous on est capable de détruire le pays sans ennemis extérieurs, uniquement par des ennemis intérieurs. Hein. Soral, merci. Nous conclurons sur ces mots d'analyse. Alors, je voudrais d'abord revenir sur un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'incroyable déclaration du gouvernement algérien qui a déclaré qu'il était solidaire de ses ressortissants. C'est-à-dire que le gouvernement dit bien quelque chose que je sais moi depuis des années et que j'ai pu vivre à la main d'or en première ligne, c'est qu'en fait ce gouvernement algérien, qui n'est jamais sorti de la guerre d'Algérie d'une certaine manière, se sert de ces citoyens à double nationalité qui sont les franco-algériens, de cinquième colonne déstabilisatrice contre la France dans des buts permanents de négociations sourdes et cachées qui sont d'ailleurs directement issus des accords d'Évian dont on n'a jamais eu lecture, hein, parce que là on découvrirait
une collusion entre le pouvoir algérien et les multinationales françaises qui expliquerait beaucoup de choses, beaucoup d'échecs et beaucoup de laideurs. Hein. Et cette déclaration du gouvernement algérien est quand même une révélation, c'est-à-dire que c'est plus quelque chose d'hypothétique. La France est incrustée de 5e colonnes déstabilisatrices qui sont multiples, dont effectivement ces intellectuels algériens, souvent d'ailleurs vivant strictement en France et financés par l'université française, pour relayer un travail qui est un travail, je dirais, gouvernemental algérien, qui a une cohérence d'un point de vue algérien, mais dans une lutte contre la France et dans un travail de vengeance contre la France, c'est de produire du déséquilibre, du chaos, et non pas se contenter en fait de travailleurs déplacés qui ramènent, comme traditionnellement au bled, le pognon que l'Algérie est incapable de gagner par elle-même, en dehors effectivement de la manne pétrolière et gazière qu'elle doit entièrement à la technologie française et à l'Empire français. Hein, voilà, pour revenir à ça. Donc on a aujourd'hui malheureusement une France qui n'est constituée, je dirais, que d'entités qui sont des 5e colonnes, dont le but est d'en finir avec la France le plus vite possible. Que ce soit les anglo-saxons qui ont toujours considéré l'idéologie française, l'universalisme français, comme quelque chose à abattre, et un vrai rival dans le monde, on va dire, de la laïcité, parce que sinon il y a aussi le monde des religions, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fini par virer De Gaulle et son offre de 3e voie, qui était dans la continuation de l'universalisme français. Donc on a la 5e colonne anglo-saxonne, qui s'appelle d'ailleurs McKinsey, les Young Global Leaders, qui sont des gens qui veulent détruire la France comme proposition civilisationnelle universelle. Dans mon dernier livre, j'ai montré qu'il n'y en avait que 5, hein. C'en est une, hein, la France. Il y a effectivement la colonne, on va dire, de notre ex-empire colonial, qui est dans une stratégie de vengeance et qui effectivement joue aussi contre la France de façon systématique, on le voit avec la déclaration algérienne. Et puis après, on a aussi des choses plus subtiles qui sont, comment dirais-je, cet universalisme post-français et mondialiste qui s'appelle les réseaux maçonniques, quand on s'y intéresse, et puis aussi des communautés qu'on ne peut pas nommer parce que c'est devenu trop dangereux de les nommer, tellement elles ont de pouvoir. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elles vérifient qu'elles en ont beaucoup, c'est qu'on ne peut même pas les nommer, et qui elles aussi sont dans un projet de prise de contrôle terminale de la France par la destruction de la France, et là on peut parler de la France catholique, de la France de Saint-Louis, effectivement. Donc nous n'avons finalement aux affaires et avec les moyens d'agir en France que des entités qui sont des 5e colonnes, dont le projet coalisé, même si après ils régleront leur compte, est d'en finir avec la France. Donc on voit bien qu'il y a non seulement cette guerre ethnique visible qui passe par de la violence, mais il y a aussi une guerre, je dirais, idéologique, civilisationnelle et spirituelle qui concourt à la destruction terminale de la France comme, je dirais, épopée civilisationnelle et culturelle. Et malheureusement, les seuls alliés que nous avons quand nous abordons ces sujets sont des gens que nos élites combattent à mort, notamment la Russie de Poutine. C'est quand même l'élément évident principal, c'est que normalement, la Russie de Poutine devrait être notre meilleur allié dans un combat civilisationnel contre tout ce que je viens de dire. Or, les gens qui sont à la tête de l'État français aujourd'hui mettent toute leur énergie pour combattre notre allié naturel et légitime, qui est la Russie de Poutine, et donnent tout crédit aux entités multiples, comme je l'ai dit, et on pourrait creuser un peu plus loin, dont la fonction est de déchiqueter la France, de la détruire, avec une prolifération de haine qui glace le sang. Hein, quand on entend ces acteurs parler en privé ou quand ils s'expriment entre eux, ils ont vraiment un projet hostile pour la France, et c'est un pays qu'ils détestent, et quand les gens qui sont à la tête d'un pays le détestent son histoire, sa civilisation, sa religion originelle, etc., on est forcément très très mal barré, hein, et c'est quand même ça. Et là, ça va très au-delà, je dirais, de la question de l'islam, même de la délinquance ethnique, qui n'est jamais que le caillou qui a été mis dans la main d'un acteur supérieur. Il ne faut pas oublier que ces jeunes décérébrés, décervelés, ne sont jamais que des effets. Hein. Ils ne comprennent même pas à quoi ils servent, ils n'ont pas de vision politique, ils n'ont pas de projet politique, ils n'ont même pas d'avenir en réalité. Hein. Voilà, donc remettons bien à place les effets, les causes, et aussi la multicausalité. Hein. Il n'est jamais question d'éliminer une cause sous prétexte qu'on en a trouvé une autre. Il est question d'admettre qu'il y en a souvent plusieurs et qu'il faut voir comment elles se combinent et, effectivement, comme le dit Carl Schmitt, les hiérarchiser, hein, c'est-à-dire voir quelle est la cause principale, la cause secondaire, puisqu'il y a toujours des causes qu'on domine d'autres, et puis voir, effectivement, ce que ça donne
d'un point de vue de la synthèse. Et nous, c'est toujours le travail qu'on a fait à Égalité et Réconciliation, c'est de tenter, dans une période incroyablement difficile, avec des gens incroyablement malhonnêtes d'un côté, incroyablement pervers de l'autre et incroyablement stupides aussi, d'essayer de maintenir ce travail de synthèse à une époque qui est peut-être l'époque la plus difficile et la plus dangereuse que rencontre la France depuis toute son histoire, si on accepte la période de la Révolution française. C'est toutes ces questions qu'il faut se poser en ce moment. Nous, notre but, c'est d'aider à comprendre. On le fait depuis des années, et après dire que, en fonction de cette analyse de la complexité, on ne peut appeler qu'à une union sacrée des patriotes, et à reconnaître, surtout sans se masquer le visage, que nous sommes dans une pré-guerre civile, qui est une pré-guerre civile communautaire généralisée, avec une très forte dimension ethnique. Et là, je veux le rappeler, parce que j'ai une longue expérience de tout ça par mon cheminement à l'intérieur de la Main d'Or avec Égalité et Réconciliation, c'est que les droits de l'homme abstraits, c'est quelque chose de très beau, et d'ailleurs auquel je ne renonce pas. Je suis un grand lecteur et un grand admirateur de Jean-Jacques Rousseau, mais quand les tensions montent, le racial reprend immédiatement le dessus. Les taulards le savent, le pouvoir le sait, et là les blancs se retrouvent avec les blancs et les noirs avec les noirs. Donc on a tout ce problème, c'est que l'élégance du droit de l'homisme abstrait marche très bien dans des périodes de paix, quand nous avons à la tête du pays notamment des gens qui ont le bien du pays comme intérêt. Mais quand ce sont des élites illégitimes qui veulent se maintenir à tout prix en étant ultra minoritaires, avec un but pervers et inavoué, ils savent très bien jouer, comment dirais-je, des fractures et des tensions qui constituent fatalement une société, que ce soit les rapports de classe et les rapports religieux et les rapports de race. Et je vous le dis, quand ça chauffe vraiment comme en ce moment, c'est la race qui reprend le dessus, et c'est ça qui est tragique, parce qu'on est obligé de mettre un peu de côté le moralisme droit de l'homiste qui nous renvoie à la loi morale de Kant, pour sauver sa peau. Et là, rappelez-vous des émeutes des États-Unis, parce que tout ce qui se passe en France, c'est déjà passé aux États-Unis, où à un moment donné, on voit des Noirs sortir d'un camion, un chauffeur de poids lourd blanc qui n'y est pour rien, et le lyncher, parce qu'en fait, ils sont en colère pour une bavure policière qui n'a strictement rien à voir avec le type, et à un moment donné, c'est le noir se jette contre le blanc, et le blanc, parce que c'est comme ça que ça se passe, depuis très longtemps, c'est à l'époque où le blanc se jetait contre le noir avec Strange Fruit, et cette nostalgie effectivement très très malhonnête du Ku Klux Klan, il y a très longtemps, ça fait des décennies, que la réalité, et notamment la réalité française, c'est le blanc qui se fait bolosser. Aujourd'hui, le blanc se sent en danger dans son propre pays, et il a tendance naturellement à se regrouper racialement, puisque je vous dis, quand on arrive à une certaine température de violence, le racial reprend le dessus, et c'est pour ça qu'il faut éviter, par la gestion politique, et c'est la responsabilité politique, d'arriver à ces niveaux de tension où là, comment dirais-je, le droit de l'homisme et le bien ne peut plus fonctionner. Donc aujourd'hui, on a des Blancs qui ont peur dans leur propre pays, qui sont la communauté majoritaire, mais à qui on interdit d'être une communauté organisée, alors qu'elle est la plus nombreuse. Est-ce que ça ne rentre pas dans votre tête que la démocratie, ce n'a pas le droit d'être la dictature de la majorité contre des minorités? La démocratie, c'est la défense des minorités contre les majorités. C'est ça la vérité. Et ça, il faut comprendre que les minorités agissantes sont en fait les communautés au pouvoir. Il n'y a jamais de pouvoir des majorités malheureusement, et que le grand handicap du peuple majoritaire, c'est qu'il ne peut pas se structurer en communauté, pour des raisons d'échelle et aussi pour des raisons de manipulation politique. Et aujourd'hui, toute la politique répressive qui est en place notamment, est pour empêcher la communauté majoritaire française de s'unir en tant que communauté pour pouvoir se défendre contre les agressions multiples qu'elle subit des minorités et des communautés minoritaires à qui le pouvoir en place a donné tout pouvoir, que ce soit la minorité LGBT, la minorité Black Bloc, la minorité des racailles ethniques et d'autres minorités qu'on pourrait égrener. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a la nécessité urgente que la communauté majoritaire française puisse se fédérer et légitimement se défendre. Malheureusement, tout le système politique est fait pour lui interdire de le faire au nom de l'amalgame, de la sécession d'ultra-droite et toutes ces conneries. Ce que je remarque, moi, c'est qu'on ne parle jamais d'amalgame quand on met le feu aux poudres en faisant d'un fait divers, je dirais, structurellement inévitable, quelque chose qui est en fait la mèche d'une poudrière. Dans l'autre sens, quand il s'agit d'une vieille dame et de sa petite fille, je crois, agressée par un délinquant ethnique, fût-il d'ailleurs né en France, on s'en fout, là il est interdit de faire circuler les images, sous peine de sanctions. Donc on voit bien, et ça je veux le rappeler, le 2 poids 2 mesures imposé par l'appareil d'État pour empêcher systématiquement le peuple de
je dirais, le peuple français majoritaire de se défendre et de se protéger d'agressions multiples qu'il subit en permanence de tous côtés, hein, que ce soit sur la question sexuelle, raciale, sociale, culturelle, religieuse. Et c'est cette question-là qu'il faut se poser. Comment se fait-il que le pouvoir qui est en place fait tout pour nuire à la majorité je dirais, du pays réel, alors que normalement la fonction même de la démocratie, c'est même dans la démocratie représentative, c'est d'être les représentants de la majorité et d'incarner les intérêts et le pouvoir de la majorité. De ce point de vue-là, c'est strictement le contraire, hein, et donc il faut en tirer les conclusions qui s'imposent. Un mot d'espérance pour finir, peut-être, Alain Soral? Le mot d'espérance, c'est que d'abord, la politique n'est pas le lieu du désespoir, je l'ai dit, c'est forcément le lieu du combat et donc de l'espoir, que l'histoire n'est jamais terminée, je l'ai dit, c'est pas comme un match de foot, même si on en prend plein la gueule. Rappelez-vous à quel niveau de bassesse l'ex-URSS effondré était descendu sous Elstine, et comme à un moment donné, un homme providentiel qu'on n'attendait pas spécialement est venu, un petit bonhomme issu des milieux d'affaires de Saint-Pétersbourg, qui était finalement un petit agent du KGB, avec une petite figure et les yeux baissés, est arrivé au pouvoir par de la stratégie et du hasard, hein, étudier l'histoire russe récente, et comme à un moment donné, il a réussi à mettre hors d'état de nuire les oligarques qui étaient en train étrangers, hein, et très communautaires aussi, qui étaient en train de dépecer le pays, et comment il a réussi, en une vingtaine d'années, ce qui est quand même une période assez courte par rapport à ce qu'on appelle l'histoire, à remettre à peu près le pays en place, et à refaire de la Russie aujourd'hui une puissance relativement réconciliée à l'intérieur de l'Empire, et qui se défend assez victorieusement à l'extérieur des atteintes qu'elle subit. Donc, comme je le dis, il nous faut un Poutine français. Et puis avec le Poutine français, on aura aussi Wagner. Hein, voilà, parce qu'aujourd'hui, si on passe pas par une wagnerisation de la gestion du chaos, le reste n'est que du baratin. Et c'est vrai que je prends un risque relatif en disant ça, car je rappelle que si je suis exilé en Suisse, c'est que l'État a trouvé le moyen, en s'appuyant sur une de mes vidéos où je faisais une plaisanterie sur le fait que pour obtenir des avancées sociales dans des périodes troublées, il valait peut-être mieux une Kalachnikov qu'un cahier et un crayon avec Étienne Chouard, qui était une plaisanterie. Je me suis fait arrêter et j'ai failli être embastillé. J'ai eu un peu de chance. De temps en temps, il faut que la divine providence vous aide, pour soi-disant atteinte à la sûreté de l'État. C'est-à-dire que les propos que je tiens aujourd'hui, alors ce sont des propos de bon sens, et je dirais essentiels et partagés par l'immense majorité des Français qui ont encore un cerveau qui fonctionne, ces propos peuvent être criminalisés demain par l'appareil d'État. Pendant que, effectivement, les autres auront tout loisir de jeter de l'huile sur le feu de partout. Hein. Alain Soral, merci pour ces analyses et ces mots d'espérance. Nous n'avons pas le droit de désespérer.